Un message radio inquiétant. Je vais encore être en retard. Ce soir, je suis attendue pour un dîner chez mes beaux-parents. J'ai été retenue au poste plus longtemps que prévu à cause d'un délinquant notoire. Travailler dans la police n'est pas de tout repos. Mon mari est déjà sur place avec les enfants. Moi, je viens à peine d'entrer dans ma voiture pour les rejoindre. Le temps est orageux. D'épais nuages assombrissent le ciel et des rafales de vent accompagnent une pluie torrentielle. La vélocité de mes essuie-glaces ne suffit pas à me donner une meilleure visibilité. Je suis sur une route départementale non éclairée. Autour de moi, une forêt avec des arbres colossaux à perte de vue me plonge davantage dans l'obscurité. Alors je suis obligée de rouler prudemment. Avec un peu de chance, ils auront un peu moins d'une heure à m'attendre. J'ai horreur d'être en retard. Je n'arrête pas de ruminer dessus depuis que je suis entrée dans ma voiture. Pour me détendre et accompagner mon trajet, j'ai voulu mettre de la musique à la radio, mais le réseau instable n'arrête pas de la faire saturer, renforçant mon irritabilité. Alors je change les chaînes une à une jusqu'à tomber sur une qui soit à peu près audible. La seule qui ne sature pas est une chaîne de musique classique. Ce n'est pas ce qu'il y a de plus énergique, mais bon, c'est mieux que rien. En me concentrant sur ma conduite, j'aperçois au loin un arbre effondré sur la route, bloquant ainsi le seul passage. J'ai le sentiment que le mauvais œil s'abat sur moi. C'est comme la loi de Murphy, l'adage disant que tout ce qui peut mal se passer finira par mal se passer. Mais là, qu'est-ce qui pouvait être pire ? Agacée, j'attrape mon téléphone pour appeler mon mari et le prévenir qu'ils peuvent commencer sans moi. Mais je ne capte aucun réseau téléphonique. Je suis bloquée, seule devant cet imposant tronc d'arbre entouré par une forêt sombre et brumeuse. Je ne me sens pas à l'aise, et il m'est impossible de contourner l'obstacle car la forêt est bordée de fossés. Pas d'autre choix que de faire demi-tour. Quand d'un coup, la musique classique s'interrompt, faisant place à la voix suffocante d'une femme. Allô ? Il y a quelqu'un ? Peut-être une radio pirate. Est-ce que vous m'entendez ? En tout cas, la voix semble paniquer. Allô ? Je me mets immédiatement en alerte. Et curieuse, j'augmente le son pour entendre ce qu'elle dit. Si quelqu'un m'entend, je vous en supplie, venez nous sauver. On a besoin d'aide. Je vais essayer de parler assez longtemps pour que cet appel soit retracé, mais j'ai peur qu'ils arrivent. Vous devez me croire. Il se passe des choses horribles là où je suis. Des choses qui vous concernent tous. Si vous m'entendez, vous devez nous aider. Je suis dans une sorte de hangar, ou un entrepôt, j'en sais rien. C'est gigantesque. Je crois qu'on est sous terre. Il n'y a aucune fenêtre nulle part, et je n'ai repéré que des escaliers montants en colimaçon. Il y a aussi des systèmes de ventilation comme dans un bunker. J'ai réussi à me libérer un instant. Je ne sais pas combien de temps il me reste avant qu'ils me trouvent, mais je ne sais pas par où m'enfuir. Il y a des gardes de tous les côtés. Ils sont plusieurs. Ils portent tous des masques d'animaux. Je ne suis pas la seule prisonnière. Il y a d'autres personnes avec moi. Énormément de personnes. Ils nous entassent dans des grandes pièces et nous gaffent de nourriture comme des oies. Ce qu'ils nous font avaler sort par des genres de barils. Ça passe par des tuyaux reliés directement au fond de notre gorge. C'est une torture insurmontable. Ils nous engraissent à longueur de journée. Ceux qui parmi nous deviennent assez gros pour eux sont attrapés et emmenés ailleurs. On ne les revoit plus jamais. Mais on entend leurs hurlements et il y a toujours cette horrible odeur de mort. On est tous tatoués au fer rouge d'un numéro sur notre omoplate, comme du bétail. Si l'un d'entre nous tente de se rebeller, les fous masqués entrent avec des barres de fer à la main. Ils nous rouent de coups, disant que c'est pour faire circuler le sang. On ne sort jamais de cet entrepôt. On fait nos besoins à même le sol. Et quelquefois, ils entrent avec de grands tuyaux et aspergent la salle d'eau pour la nettoyer. L'eau s'écoule dans les égouts par des grilles au sol.
Beaucoup des captifs ont les muscles atrophiés. Certains ont les os brisés ou cassés. Moi, je suis l'une des dernières arrivantes. Je n'ai aucun repère temporel. Je pense être là depuis une semaine. Peut-être quelques jours, j'en sais rien. Le temps est si long. Puis aujourd'hui, un des gardes est venu me chercher. Il m'a sorti de l'entrepôt principal et m'a emmené avec lui. C'est là que j'ai pu observer les lieux, repérer les éventuelles sorties. Il m'a fait traverser un long couloir délabré où j'ai pu constater l'envers du décor. C'est une organisation bien ficelée. Il y a des caméras de surveillance et des postes de garde dans chaque recoin. Il y avait plusieurs portes vitrées de chaque côté du couloir. Et c'est là que j'ai vu de mes yeux toutes les autres salles, avec des milliers d'autres victimes entassées et gavées. Mais ces salles se distinguaient par le profil des victimes qui s'y trouvaient. L'une d'elles était remplie de jeunes enfants. Ces enfants étaient énormes, adipeux. Je ne distinguais ni leur cou ni leur articulation. Lorsque mon regard a croisé l'un d'entre eux, j'ai vu au fond de ses yeux le vide de son âme. Cet enfant avait pour seul destin d'être servi dans un banquet. Mon cœur s'est retourné. J'ai été prise de vertige et de vomissements. Le garde m'a repris pour me forcer à avancer. Et j'ai vu la salle d'à côté. Dedans, il y avait des nourrissons sous couveuse gorgés par ces immenses barils. Je n'ai pas eu le courage de regarder plus longtemps tant le choc était brutal. J'ai continué d'avancer. Une autre salle entassait des centaines de femmes enceintes, allongées à même le sol. Certaines d'entre elles paraissaient si jeunes pour enfanter. C'est évident qu'elles n'avaient pas eu le choix. J'avais du mal à réaliser l'ampleur de ce cauchemar. Mais le couloir de l'horreur était encore très long. J'ai vu par une autre fenêtre des victimes en file indienne. Celles-ci arboraient un léger sourire sur leur visage. Ça faisait longtemps que je n'en avais pas vu. Et j'ai compris pourquoi, en les voyant s'avancer vers la guillotine. Non loin d'elles se trouvait tout un circuit de tapis roulants, faisant passer à la chaîne de la viande emballée sous vide. Leur viande. Une autre partie de leur chair est broyée, servant à remplir ces barils qui nous gavent. Nous ne sommes que du bétail. Cette organisation cache un trafic dépassant tout ce que j'aurais pu imaginer. Et ça se passe juste sous vos yeux. Peut-être même que vous consommez déjà cette viande. Une fois arrivé au bout du couloir, le garde m'a enfermé dans une pièce sinistre, entourée de carrelage blanc et sale des murs au plafond. Au milieu se trouvait un lit avec un vieux matelas délavé. Je me retrouvais pour la première fois sans surveillance. Alors l'adrénaline s'est emparée de moi. C'était le moment d'agir, de trouver une solution pour m'enfuir. J'ai repéré que le sommier du lit était en ferraille, et en soulevant le matelas, un bout pointu ressortait. Je me suis précipitée dessus et l'ai tortillé dans tous les sens pour le détacher. Je n'avais jamais mis autant d'énergie dans une tâche avant ça. Quand j'ai réussi à le décrocher, j'ai eu cette sensation de triomphe, l'envie de tout relâcher, de fondre en larmes. J'avais trouvé là une arme défensive, et l'avoir sur moi me rassurait. Il fallait que je sois stratégique et que je vise les points vitaux. Puis un homme est entré dans la pièce. Il portait un masque de goret. Il s'est immédiatement jeté sur moi avec violence, me plaquant sur le lit. Je hurlais, me débattais, puis il a relâché sa main pour descendre son pantalon. Dans un élan de survie, j'ai exploité cette faille pour planter le bout de sommier pointu dans son œil. Et heureusement, je n'avais pas lâché mon arme. Je ne pouvais pas m'arrêter là. Il risquait de se défendre. Alors, dans ma lancée, j'ai continué à le poignarder avec rage jusqu'à ce qu'il ne bouge plus du tout. Je me suis ensuite emparée de ses vêtements couverts de sang, de son masque, et j'ai caché comme je pouvais son corps sous le lit. En sortant de la pièce, j'ai pu passer devant les caméras sans que personne ne me remarque. J'étais en panique, au bord de l'évanouissement à chaque pas que je faisais.
Aucun des gardes ne semblait alerté par mon apparence. J'ai ensuite emprunté les escaliers montants en colimaçon, espérant tomber sur la sortie. C'est comme ça que j'ai pu accéder à ce bureau et faire fonctionner cette radio. Je ne sais pas comment m'évader. Je ne sais pas non plus à qui je parle ou si quelqu'un m'entend. Mais si c'est le cas, vous devez me retrouver et nous sauver. Je n'ai aucune idée d'où je me trouve. Mais avant d'être capturée, je roulais sur la départementale 13 et j'avais dû m'arrêter à cause d'un arbre effondré sur le chemin. Je suis descendue de ma voiture et les hommes masqués m'ont encerclée. Ils m'ont endormie avec une piqûre dans la nuque. À partir de là, je ne me souviens de rien. Je ne sais pas où j'ai été emmenée, mais je pense que les entrepôts sont enterrés dans la forêt d'à côté, car plusieurs gardes ont de la boue et des restes de feuilles mortes sous leurs semelles. J'espère avoir parlé suffisamment longtemps pour que quelqu'un m'entende. De mon côté, je vais essayer de trouver une sortie avant qu'ils ne se rendent compte de mes actions. Je vous en supplie. Sauvez-nous. L'appel radio se coupe brusquement. Ce que je viens d'entendre me glace le sang, me plongeant dans une terreur noire, car je me trouve actuellement sur la départementale 13, moi aussi, juste devant cet arbre effondré sur la route. Les battements de mon cœur s'accélèrent. Je ne sais ni quoi penser, ni comment réagir. Si ce n'est pas un canular et que tout ce qu'elle dit est vrai, je ne peux pas rester là sans rien faire. J'ai gardé avec moi mon équipement de service. Je sais comment me défendre en cas d'agression. J'ai un taser, une matraque et même mon arme à feu. Elle n'est pas chargée, mais au moins elle pourra dissuader si la situation l'oblige. Le message radio m'a bouleversée et inconsciemment mon attention est ailleurs. Je sors de la voiture pour observer les environs à la recherche d'éventuels indices d'enlèvement. Mais l'averse me met en difficulté. Toutefois, je repère aux abords de la forêt la carcasse d'une seringue utilisée. Le message était transmis en direct, alors elle doit forcément être proche d'ici, car la chaîne de radio est un canal de la route départementale. Je ne peux pas rester là sans rien faire. Mon instinct prend le dessus. J'enfile mon uniforme et m'enfonce dans la forêt, aux aguets du moindre mouvement. Je suis très douée pour les jeux de piste. Il y avait comme un chemin de terre étroit créé par des passages répétés de l'homme. Ce doit certainement être le bon chemin. Je le suis en restant sur mes gardes. Plus je m'enfonce dans la forêt, plus le calme sinistre règne. Je n'entends que le bruit de la pluie et le craquement des branches sous mes pas. Quand au loin, j'aperçois une silhouette courir vers moi. Ses pas sont désorientés, titubants. Il y a de fortes chances pour que ce soit la femme de la radio. Alors je l'interpelle, et en entendant ma voix, elle s'arrête net. J'en profite alors pour m'approcher d'elle. Elle porte un masque de goret et des vêtements couverts de sang. En constatant mon uniforme de police, elle retire immédiatement son masque. Son visage est pâle, couvert de bleu. Son regard dégage de la souffrance, de la frayeur. Elle a beaucoup de mal à articuler, mais je comprends qu'elle a besoin d'aide. Plus de doute, je la prends sous mon aile et l'emmène jusqu'à ma voiture, l'installe sur la banquette arrière. J'avais eu beaucoup de chance de la trouver du premier coup. Elle est agitée, angoissée. Ça se comprend. Alors sans perdre de temps, j'ai sorti une seringue pour l'endormir. Maintenant, il ne me reste plus qu'à la ramener à l'usine. Et je ne manquerai pas de réprimander les gardes qui ont manqué de vigilance. Encore un peu, elle aurait tout révélé. Heureusement que je suis tombée sur son appel radio et que je prenais cette route. La vie est bien faite parfois. Comme quoi, la loi de Murphy n'est sûrement qu'un mythe. Cela n'empêche que je vais quand même être en retard à mon dîner de famille. Et je sais pas si je vous l'ai dit, mais j'ai horreur d'être en retard.